suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo conseil d'écriture dans laquelle nous allons analyser un roman de Victor Dixen. Si tu ne sais pas qui est Victor Dixen, eh bien il s'agit d'un auteur français qui cartonne, qui écrit des best-sellers, tout ce qu'il fait fonctionne. Je suis assez admirative de son travail parce que clairement quand tu es auteur tu aimerais bien arriver au même niveau que lui. Il a écrit la saga Phobos et là il a entamé une nouvelle série qui s'intitule Vampiria. J'ai lu les 2 tomes de sa série actuellement parus. Si tu veux connaître mon avis sur ces romans, je te laisserai le lien ici de la vidéo dans laquelle je chronique le tome 1. La particularité des romans de Victor Dixen, c'est que une fois que tu commences à lire les premières pages, tu es complètement embarqué dans son univers et tu ne peux pas t'arrêter de lire parce que le roman est haletant, il est prenant et vraiment il t'emporte dans un autre monde. Je me suis donc posé la question de savoir mais comment fait-il pour que le lecteur ait comme ça cette envie de tourner les pages pour finalement arriver à la fin et avoir envie d'acheter le tome 2. Si tu veux connaître tous les secrets de Victor Dixen, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Alors attention, je mets un gros attention spoil vu que je vais analyser le roman de Victor Dixen dans son entièreté du début à la fin, je vais spoiler l'histoire. Donc si tu as envie de lire la saga Vampiria et que tu n'as pas envie de te faire spoiler, ne regarde pas cette vidéo. Je vais donc commencer avec le chapitre 1. Dans le chapitre 1, Victor Dixen commence avec une action. C'est quelque chose que je vous conseille, je vous en ai parlé dans cette vidéo que vous pouvez trouver ici. Quelques traits de personnalité de l'héroïne, des traits forts, ressortent dans ce chapitre 1. On voit qu'elle est rebelle parce qu'elle répond à sa mère et à son père. L'auteur nous en apprend un peu plus sur la famille de l'héroïne. Il place les codes de l'univers. On sait donc ce que font ses parents, leur métier, qui sont les frères de l'héroïne. Des infos importantes sur l'univers des vampires sont données ici, entre autres par rapport aux saignées, par rapport à la loi des vampires. La première action, c'est que quelqu'un toque à la porte. C'est vraiment la première phrase du chapitre 1. Et entre le moment où la personne toque à la porte et le moment où les parents vont ouvrir la porte, il y a 5 pages qui sont écrites. C'est-à-dire qu'en fait, Victor Dixen ne va pas directement ouvrir la porte. Sa première phrase, donc, quelqu'un toque à la porte. Oh, en tant que lecteur, tu te dis, tiens, qui c'est? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils n'ont pas l'air sympas, ceux qui toquent à la porte. T'as envie qu'ils aillent ouvrir. Et Victor Dixen fait en sorte de te faire languir, patienter, en te donnant comme ça quelques infos sur la famille, sur l'héroïne, sur les codes des vampires, etc. Et c'est seulement 5 pages plus tard qu'enfin le père ouvre la porte. Et là, à ce moment-là, tu sens bien qu'il y a quelque chose qui va pas aller. J'ai aussi constaté que ce qu'il faisait, c'est qu'il donnait un nom à chacun de ses chapitres. Alors bien souvent, je ne sais pas si c'est à chaque fois, mais il m'a semblé que c'était quand même la plupart du temps, il met juste un mot en guise de titre de chapitre et ce mot te donne un petit avant-goût de ce que tu vas trouver. Ça peut être une bonne idée parce que du coup ça éveille ta curiosité. Dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2, donc tout ça va concerner la famille, ce qui va se passer, les parents vont finalement mourir ainsi que l'un des frères et il reste uniquement Jeanne et son autre frère qui vont devoir prendre la fuite pour essayer de survivre. À la fin du chapitre 2, il se réfugie chez une baronne, il toque à la porte et en fait la toute fin du chapitre 2 c'est qu'on ne sait pas si cette baronne va leur ouvrir la porte et va accepter de les accueillir dans sa chambre. On ne sait donc pas ce qui les attend et on comprend bien que leur survie va dépendre de cette personne. Donc tu vois, dans les 2 premiers chapitres de l'histoire, tu as déjà une grosse action qui est arrivée. L'avenir de l'héroïne de Jeanne dépend vraiment de ces 2 premiers chapitres. Dans le chapitre 3, tu as un gros retournement de situation dans lequel l'héroïne va jouer le tout pour le tout. Ça fonctionne et donc à la fin du chapitre 3, elle est finalement emmenée à Versailles où une nouvelle vie l'attend. Et c'est à ce moment-là vraiment que l'histoire va pouvoir commencer puisque tout le corps de l'histoire, si tu veux, se déroule à Versailles. Le chapitre 4 est un petit peu plus mou. Tout ce chapitre se passe en fait dans le carrosse qui l'emmène à Versailles. Jeanne se trouve en compagnie d'un vampire, c'est la première fois qu'elle en voit un. Et ce chapitre sert en fait à donner plein d'informations sur l'univers, sur le monde des vampires, etc. Vraiment, Victor Dixen ici, c'est principalement du blabla. Disons qu'il n'y a pas d'action, c'est juste un chapitre
informatif pour que le lecteur connaisse les codes de l'univers. À la fin de ce chapitre, il n'y a pas de cliffhanger, il n'y a rien de, il n'y a pas de suspense. Le chapitre 5 est un petit peu pareil, il est assez plat. Encore une fois, il n'y a pas de grosse action. On en apprend encore sur l'univers. Et la fin du chapitre 5 se termine avec une note un petit peu... C'est pas vraiment un suspense, mais c'est quelque chose d'un peu effrayant. Ça se termine en fait avec le vampire qui boit une gorgée de sang. On apprend qu'il s'agit du sang de la mère de Jeanne, ce qui a pour conséquence qu'au début du chapitre 6, c'est à ce moment-là que l'objectif de l'héroïne se met en place. Ça sera vraiment le fil rouge pour tout au long du roman. Son objectif, ce sera donc de se venger. À ce moment-là, nous sommes à 16% de l'histoire. Et donc c'est vraiment à cet endroit-là que l'objectif est établi très clairement et que le lecteur sait où va l'héroïne. Dans ce chapitre 6, elle finit par arriver à Versailles et à la fin du chapitre 6, elle met un pied dans cette fameuse école dans laquelle elle va devoir faire un apprentissage. Donc la fin du chapitre 6, ce n'est pas vraiment un gros suspense, mais disons que c'est intriguant. On sait qu'elle est arrivée et on aimerait bien savoir ce qu'il y a dans cette école. Le chapitre 7 commence avec son réveil. Alors j'ai constaté que Victor Dixon commence souvent ses chapitres avec le réveil de l'héroïne. Vous m'avez demandé quand même, on me demande assez souvent comment faire des bonnes ellipses temporelles. C'est quelque chose, c'est une vidéo que je dois faire, mais elle n'est pas évidente à mettre en place. Parce qu'en fait, moi je le fais d'instinct et c'est un peu difficile pour moi de voir exactement comment faire. Eh bien, sachez que Victor Dixon, pour passer d'un jour à l'autre, il se prend pas très souvent la tête. Parce que bien souvent, un nouveau jour commence tout simplement avec le réveil de l'héroïne. Ce réveil commence avec donc un dialogue avec ses camarades de chambre et entre autres une camarade qui est très méchante avec elle. On comprend donc directement que cette fille va poser quelques problèmes à l'héroïne. On sait que elle va avoir une importance dans l'histoire, on le comprend assez vite. On découvre quelques personnages secondaires, donc les camarades avec lesquels elle va vivre dans cette école. On a aussi quelques infos sur Versailles, qu'est-ce qui se passe à Versailles avec les vampires, etc. Encore une fois, ce sont des infos sur l'univers qui sont essentielles pour le lecteur. C'est aussi à ce moment-là qu'on va avoir des informations sur les frondeurs. Les frondeurs, c'est une information, c'est un groupe qui aura énormément d'importance pour l'histoire. Donc là, c'est vraiment un élément clé, un élément essentiel et c'est dans le chapitre 7 que Victor Dixon nous donne ces infos. On découvre donc également les cours, on découvre l'école, etc. Et donc le chapitre ne se termine pas avec un suspense particulier. Encore une fois, le chapitre 7, c'est un chapitre un peu informatif qui sert à planter encore des éléments de l'univers, du décor, et également à donner des infos sur les personnages secondaires qui vont avoir de l'importance pour l'héroïne. Le chapitre 8 va commencer avec une info extrêmement importante parce que c'est ce point-là, donc il s'agit de la gorgée du roi. Ce point-là, en fait, tout le reste de l'histoire va tourner autour de ça. La gorgée du roi, donc c'est quelque chose qui va permettre à l'héroïne d'atteindre le roi et donc de mettre en place sa vengeance. Elle doit absolument gagner cette gorgée du roi. Elle ne savait pas ce que c'était, donc là on a toutes les explications par rapport à ça. Ces explications sont données sous forme de dialogue. Donc Jeanne va avoir un dialogue avec une des filles, Naoko. Et donc ce qui fait que oui, on reçoit donc beaucoup d'informations en tant que lecteur, il n'y a pas beaucoup d'action du coup, mais c'est assez dynamique parce que ça se fait sous forme de dialogue et ça j'ai trouvé que c'était très bien parce que voilà, tu es obligé de donner des infos pour la suite de ton histoire, ce sont des infos que le lecteur doit absolument connaître et pour ne pas que ce soit en texte vraiment narratif hyper lourd, hyper plombant, eh bien il le fait sous forme de questions-réponses dans un dialogue et ça fonctionne très bien. À la fin de ce chapitre, il n'y a pas de gros suspense non plus. Dans le chapitre 9, on découvre encore un nouvel aspect de l'univers, enfin de l'école plutôt. Ici, on découvre les garçons. On découvre également les professeurs. Il y a donc une certaine tension ici qui va s'accentuer donc par rapport à la fille dont je vous ai parlé dans le chapitre, c'était le chapitre 7. Là où on découvre vraiment une fille qui est pas sympa avec Jeanne quand elle se réveille, et bien ici dans le chapitre 9, cette relation ne fait que s'envenimer. Ça tourne mal pour Jeanne et malheureusement elle est dans une position délicate
Une position qui fait en sorte que son objectif ne pourra du coup pas être atteint. Elle est en quelque sorte foutue. Dans le chapitre 10, Jeanne prend une décision extrêmement importante qui est de mettre son plan à exécution. Du coup, cette scène, ce chapitre-là, va faire grandement avancer l'intrigue principale. Nous sommes plus ou moins à 30% du roman à ce moment-là et vraiment là, il y a quelque chose, une action extrêmement importante. C'est une scène très importante qui va avoir des répercussions sur le reste. La fin de ce chapitre est un cliffhanger, vraiment, il se passe un gros suspense et on va se demander ce que Jeanne va devenir. Du coup, ça te donne envie vraiment de poursuivre avec le chapitre 11. Dans le chapitre 11, enfin, on découvre Versailles, puisque Jeanne a réussi à se glisser dans le château. Et là, ben voilà, c'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, puisqu'on nous rabâche les oreilles avec Versailles depuis le début du bouquin. On est à plus ou moins 30% de lecture, et donc enfin, on voit un petit peu comment c'est à l'intérieur de Versailles. Encore une fois, à la fin du chapitre, c'est un gros suspense puisqu'elle se fait attraper. Nous sommes ensuite au chapitre 12 et nous sommes actuellement à 36% de la lecture. Et à ce moment-là, elle va enfin rencontrer le roi Louis, donc le Louis XIV, hein, qui est l'élément central en fait du roman, puisque c'est lui qui a été transmuté en vampire en tout premier lieu, et tout ce monde des vampires découle de lui. Donc vraiment, le roi Louis XIV, disons que depuis le début du roman, tu attends ça, de le rencontrer, de le voir, de voir comment il est, etc. Et là, Jeanne va le rencontrer, va se retrouver face à lui. Nous sommes donc à 36% de lecture et là c'est un gros élément que nous attendions depuis très longtemps. Finalement, elle va réussir à s'en sortir, le chapitre se termine et il n'y a pas de gros suspense lorsqu'il se termine. Dans le chapitre 13, Jeanne va assister à un nouveau cours. Il y aura donc une nouvelle épreuve pour elle qui va en fait avoir pour conséquence qu'elle risque d'être démasquée, puisque Jeanne a pris en fait une identité qui n'est pas la sienne. Elle se fait passer pour une baronne alors que ce n'est pas du tout qui elle est, hein, c'est une roturière, et donc elle risque de se faire pincer. Le chapitre se termine en se demandant en fait comment est-ce qu'elle va faire pour se sortir de là, parce que vraiment elle est très très fort dans la merde. Dans le chapitre 4 va concerner uniquement ce qu'elle va mettre en œuvre pour se sortir de ce problème dans lequel elle est. Et c'est à ce moment-là aussi que son amie Naoko va découvrir sa véritable identité. Ce chapitre-là donc sert à faire en sorte que des liens d'amitié très forts se tissent entre Jeanne et sa meilleure amie. Sa meilleure amie qui aura de l'importance tout au long de ce roman et aussi dans le tome 2. Donc vraiment, Naoko ici prend beaucoup d'importance et c'est quelque chose qui va durer tout au long de l'histoire. Quand elle se fait pincer donc par son amie, que son amie découvre la vérité, nous sommes à la fin du chapitre 14. C'est donc un suspense puisque on se demande comment son amie va réagir, est-ce qu'elle va la dénoncer ou pas, on ne sait pas trop. Le chapitre 15 commence donc avec cette découverte pour sa meilleure amie. Dans le chapitre 15, Jeanne va donc expliquer son histoire, qui elle est, son identité, à son amie. La fin du chapitre se termine avec un questionnement et là il y a également une petite intrigue secondaire qui se met en place. Il y a une créature dans l'école qui vit dans les sous-sols qui est un petit peu interpellante. On ne sait pas qui est cette créature. Elle aide Jeanne, on ne sait pas pourquoi elle l'aide, on ne sait pas qui elle est, on ne sait pas à quoi elle ressemble. Voilà, il y a un mystère qui plane autour de cette créature qui vit dans les bas-fonds de l'école. Et donc c'est une petite intrigue secondaire qui est glissée ici dans le chapitre 15. Nous sommes au chapitre 16 et là on est à 50% de lecture, donc environ à la moitié du roman. On parle d'un nouveau cours qui est en rapport avec les vampires. Donc ce cours là est super intéressant parce que vu que toute l'histoire tourne autour des vampires, quand on te lâche des infos sur ce monde là, disons que tu es appâté, tu aimes bien en savoir plus. Ici il y a encore quelque chose de très important qui se passe, c'est que Jeanne va se rapprocher d'un garçon. Il y a une espèce de petite amourette qui va se mettre en place et cette amourette-là aura une conséquence essentielle sur la toute fin de l'histoire. Donc là, Victor Dixon plante déjà ce qui va amener la fin et donc on est vraiment à la moitié du roman. Le chapitre ne se termine pas sur un suspense. Dans le chapitre 17, la petite amourette s'accentue encore. Il y a un rapprochement plus avec donc Tristan, le garçon. Et le chapitre se termine avec un énorme cliffhanger puisque le Tristan en question découvre l'identité de Jeanne. Dans le chapitre 18, disons que Jeanne va passer le chapitre à se stresser, hein, et à la toute fin du chapitre, elle s'évanouit. Le chapitre 18 n'apporte
pas de grosses informations, on va dire. Dans le chapitre 19, Jeanne va découvrir le secret de sa meilleure amie Naoko, puisque elle aussi a un gros secret. Donc ça c'est cool aussi, puisque l'amitié est encore renforcée avec cette découverte du secret. On continue à en apprendre encore plus sur l'univers de Victor Dixon, que Victor Dixon donc a planté, et le chapitre ne se termine pas sur un gros suspense. Le chapitre 20 est très important, puisque là Jeanne va découvrir la vérité sur Tristan, donc le garçon dont elle est tombée amoureuse. Et donc cette vérité lui aussi cachait quelque chose, avait un secret, et cette vérité a beaucoup d'importance pour la suite de l'histoire. Le chapitre 20 se termine avec une scène de baiser. Pour les plus romantiques d'entre nous, on aime. Dans le chapitre 21, Jeanne découvre le secret de Poppy, qui est une autre fille. Comme vous l'avez constaté, il y a énormément de secrets dans les romans de Victor Dixon. Il faisait ça aussi dans sa première saga Phobos. Il y a beaucoup de secrets et donc beaucoup de mystères. On comprend que chacun cache un petit peu quelque chose, et tout au long du roman, il donne les révélations de ces secrets. Ce qui fait qu'en fait, tu es accroché en tant que lecteur, parce que t'as envie de savoir c'est quoi le secret de toutes ces personnes. Tu es intrigué. Nous sommes à 70% de lecture, et là vraiment, on comprend comment l'intrigue va, comment le plan va pouvoir être mis à exécution. L'intrigue prend vraiment sa place ici, et on commence à entrevoir comment ça pourrait se dérouler à la fin. Ici, il n'y a pas de cliffhanger non plus à la fin. Ensuite, là, nous allons rentrer dans les épreuves de la gorgée du roi. Donc en fait, la gorgée du roi dans l'histoire donc ici de Victor Dixon, il faut que Jeanne puisse gagner cette gorgée, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir s'abreuver du sang du roi. Il n'y a qu'une personne dans les filles et une personne dans les garçons qui vont pouvoir y accéder. Il y a donc beaucoup de concurrence, c'est très difficile. Il y a 4 épreuves en tout. Et donc ici, dans le chapitre 22, on découvre la toute première épreuve. Donc le chapitre 22 ne concernera que le déroulement de cette épreuve. Le chapitre 23, il s'agit de la deuxième épreuve. Le chapitre 24, eh bien c'est la troisième épreuve. Ici, Jeanne va trahir l'une de ses amies. Et finalement, on arrive au chapitre 25, et là c'est la quatrième épreuve, la plus importante de toutes, puisque il faut absolument que Jeanne gagne cette épreuve. Dans ce chapitre-là, il y a un revirement de situation qui fait que Jeanne se retrouve à nouveau en difficulté, et le lecteur pense que elle est foutue de nouveau et qu'elle n'y arrivera pas. Du coup on est un petit peu, on a de l'empathie pour elle et on stresse pour elle. Dans ce chapitre 25, l'intrigue secondaire qui était en rapport avec la créature mystère est résolue. Ici on découvre qui est cette créature, comment elle est, etc., d'où elle est venue, bref. Cette intrigue secondaire est résolue dans ce chapitre 25. Dans le chapitre 26, on est toujours à cette épreuve 4. Et donc là, Jeanne a réussi à s'en sortir, et elle repart à Versailles pour essayer de passer cette épreuve, parce que l'épreuve n'a pas encore commencé. La fin du chapitre 26, c'est un gros cliffhanger, puisque là elle arrive, les portes s'ouvrent, et donc elle va pouvoir accéder à l'épreuve, et lors de cette ultime épreuve, le roi est présent. Donc on sait que quand les portes vont s'ouvrir, elle va se retrouver face au roi. Donc c'est quand même un gros suspense, parce que se retrouver face au roi, autant te dire que c'était pas sympa. Voilà, disons que t'avais un peu les chocottes. Et donc ton chapitre 27 va commencer avec cette confrontation face au roi, et donc on se demande ce qui va se passer. Le chapitre 27, c'est enfin le déroulement de l'épreuve 4. Et on obtient aussi le résultat de l'épreuve, et on sait enfin qui va obtenir cette gorgée du roi. Le chapitre 28, on est à 94% de lecture, et là c'est la résolution du conflit principal. Est-ce que Jeanne va réussir à mettre sa vengeance à l'œuvre? Et là, c'est ce qui est super sympa avec Victor Dixon, c'est qu'il y a un énorme revirement de situation. Tout ce que tu avais imaginé depuis, on va dire, les 70% du livre, tu te disais que ça allait se dérouler comme ça, eh bien pas du tout. Pas du tout. C'est un gros revirement de situation qui fait que c'est cool en fait. Et finalement, le dernier chapitre, c'est le chapitre 29, et là, c'est l'introduction au tome 2, ce qui va te donner envie de découvrir le tome 2. Voilà pour cette analyse, je l'espère, assez complète de ce roman de Victor Dixon. Alors j'ai peut-être omis certains détails, c'est une analyse vraiment personnelle, hein. J'ai lu le livre et je l'ai analysé avec mon petit cerveau à moi. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Moi je trouve ça hyper intéressant d'analyser des romans qui fonctionnent très bien, et de pouvoir s'inspirer de ce que font ces auteurs-là. De voir comment ils construisent en fait leurs romans. Parce que vraiment chez Victor Dixon, quand vous lisez
lisez ces romans, vous n'avez pas envie de reposer le livre, vous avez envie d'aller jusqu'à la fin pour découvrir la résolution de l'intrigue. Si tu aimes ce genre de vidéo, sache que le prochain roman que je compte analyser, il s'agira d'un best-seller de nouveau, c'est le roman d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. Ici ce sera plus un roman contemporain, un petit peu feel good. Donc si tu ne veux pas rater cette analyse qui peut être, je crois, très intéressante, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à activer les notifications et voilà, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite bien entendu à la partager et à la liker. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.